Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast de l'UDR. Pour ce nouveau numéro, nous avons l'honneur, la chance d'accueillir Guilhem Carayon, premier vice-président de notre parti. Merci Guilhem. Bonjour Antoine. Bon, nous sommes à la rentrée, nous venons de reprendre dans une actualité qui est pleine de péripéties. Et en premier lieu, l'annonce de François Bayrou qui va demander dans les prochains jours un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Quelle est la position de notre parti à ce sujet ? Nous, on considère qu'on ne peut pas accorder de confiance à un Premier ministre qui est à la tête d'un gouvernement qui plonge le pays vers l'abîme. On a aujourd'hui une situation budgétaire qui est complètement hors de contrôle. Depuis l'année de 2025, on a augmenté notre dette de 40 milliards d'euros. On est aujourd'hui à 3 350 milliards de dettes. La charge de la dette, c'est-à-dire ce qu'on va rembourser du fait de l'augmentation des taux d'intérêt et du fait, au fond, de la mauvaise gestion de l'argent public de nos dirigeants depuis des années, est à hauteur de 65 milliards d'euros pour l'année 2025. En 2029, ce sera 100 milliards d'euros de charge de la dette. C'est déjà le premier poste de dépense de l'État. Donc cette gestion budgétaire qui est complètement chaotique, pour nous, c'est évident qu'il faut la sanctionner. On a des propositions très concrètes pour redresser les comptes publics, mais on ne peut pas aujourd'hui justifier, défendre une politique qui nous mène dans le mur. Qu'est-ce qui, au fond, explique cette stratégie de François Bayrou qui peut un peu s'apparenter à un refus d'obstacle ? Je l'aurais défini de la même manière. Je pense que c'est un refus d'obstacle. C'est, au fond, la meilleure manière pour lui d'éviter des débats difficiles sur la question budgétaire où on va mettre le doigt sur tout l'échec de son gouvernement, sur leur incapacité pendant plusieurs mois depuis qu'il est arrivé à la tête du gouvernement. Son gouvernement et plus largement du bilan d'Emmanuel Macron dont il a été l'un des fervents défenseurs et l'un des premiers alliés d'ailleurs au niveau national. Oui, parce qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu de François Bayrou qui essaie de nous faire croire qu'il est depuis le début de son engagement en politique le seul qui a alerté sur la dérive des comptes publics alors même qu'il a soutenu en premier lieu Emmanuel Macron en 2017, que c'est peut-être grâce à lui qu'Emmanuel Macron est arrivé à la tête de l'État en 2017, et donc qu'il a accompagné le bilan du président de la République qui a le plus mauvais bilan en matière de gestion des comptes publics. Donc ces gens-là sont responsables. Ils vont essayer de nous faire croire que c'est nous les irresponsables, que c'est nous qui allons probablement les faire tomber au moment du vote de confiance. Et d'ailleurs, on voit bien la sémantique et la logorée, qui est soit un vote de soutien, soit le chaos. Qu'est-ce qu'on a à répondre à ces Français, ces Françaises qui nous écoutent et qui peuvent légitimement avoir peur de l'inconnu politique qui pourrait être le nôtre en fonction du vote à venir ? Moi, je comprends parfaitement l'inquiétude, les angoisses des Français, et notamment des milieux économiques qui se disent que l'instabilité, l'incertitude, c'est pas bon pour la vie économique parce que l'économie repose sur la confiance. C'est une certitude. Mais dans tous les cas, on a aujourd'hui une situation à l'Assemblée nationale avec une tripolarisation de la vie politique, avec trois groupes qui n'ont pas vocation à s'entendre. Le bloc de la gauche allié des insoumis au PS qui ont absolument rien en commun avec les macronistes et avec nous, notre bloc à nous et le bloc des macronistes. Donc ce qu'il faut en urgence... Rappelons d'ailleurs que le bloc des macronistes, lors des élections législatives, en incluant LR d'ailleurs, ils ont des intérêts à trouver quelques convergences de lutte avec le bloc LFiste. Exactement, ils ont des intérêts électoraux communs, mais ils n'ont absolument rien à proposer pour les Français de commun, en tout cas pas de proposition de loi sur les sujets centraux, c'est-à-dire pouvoir d'achat, immigration, sécurité pour les Français. Mais l'enjeu pour moi, je pense aujourd'hui, c'est qu'on arrive à précipiter une dissolution de l'Assemblée nationale parce que ça nous permettra d'avoir la possibilité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, de répondre aux aspirations des Français sur les questions qu'on vient de définir, c'est-à-dire sur les questions de maîtrise des comptes publics, de pouvoir d'achat, de sécurité. Et si on a cette majorité, on peut agir, on a les mains libres pour agir. Dans l'hypothèse d'une élection législative, d'une majorité, quel sera le plan de l'UDR et de son allié, le Rassemblement national, pour remettre les comptes publics français à flot ? Alors, il y a deux choses déjà. Les deux objectifs, c'est un, on protège le pouvoir d'achat des Français, notamment de la France qui bosse. Puisque mais pour le faire, le budget Bayrou, c'était beaucoup d'efforts chez les Français, très peu du côté de l'État. Exactement. Et c'était un peu dans le prolongement de ce qu'on avait eu l'année dernière avec Michel Barnier, qui disait ne pas augmenter la fiscalité, mais qui l'augmentait de 40 milliards d'euros, notamment sur les entreprises, et qui s'attaquait aux classes moyennes, notamment sur le déremboursement des médicaments et sur les tarifs de l'électricité. Donc on a aujourd'hui une priorité, nous, qui est de mieux maîtriser l'argent public des Français, mettre fin à toutes les dépenses toxiques de l'État. On a aujourd'hui 1200 agences de l'État et opérateurs de l'État qui servent quasiment absolument à rien.
Donc on a cette volonté évidemment de mettre fin à cette dérive de dépenses toxiques. Il y a la question du coût de l'immigration. Il y a un rapport pour contribuer à l'associé qui a chiffré le coût de l'immigration à plus de 50 milliards d'euros chaque année. Et d'ailleurs une commission d'enquête en devenir portée Exactement, par l'un portée des par parlementaires de l'UDR. Exactement, Le coût réel de l'immigration. Portée par l'UDR. Il y a la question de la contribution au budget de l'Union européenne. Ça, tu sais, les macronistes nous disaient depuis des années qu'on ne pouvait pas baisser la contribution au budget de l'Union européenne parce que c'était un truc sur lequel on ne pouvait pas toucher. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans les aspirations de Gabriel Attal, d'Édouard Philippe, ils proposent tous de baisser cette contribution. Preuve que ce qui était impossible quand nous, on le proposait l'année dernière aux élections législatives, devient possible quand c'est eux qui le proposent. On voit toute leur duplicité et leur hypocrisie. Et puis, il y a la question qui est, je pense, essentielle, du millefeuille administratif. Aujourd'hui, les Français le voient, on a des strates qui se sont empilées, on a la commune, la communauté de communes, la métropole, parfois pour les grosses villes, le département, la région et l'État. On a trop d'acteurs, je pense qu'il faut mettre fin à ce millefeuille administratif et ça nous permettra de dégager des économies substantielles. Je pense, au fond, le vrai sujet, c'est de gérer l'argent des Français en bon père de famille. Et en fait, on a des dirigeants qui, à la tête de l'État depuis des années, ont cru qu'ils pouvaient dépenser sans compter, ont utilisé des comités de Théodule, des agences de l'État pour replacer des copains dans des placards dorés. Je pense au CESE par exemple. On a aujourd'hui des agences de l'État comme le Comité national du bruit. Enfin, si les Français savaient comment leur argent est utilisé, alors même que la qualité de service public, à l'hôpital public, dans la police, dans la le justice... pays avec le plus de prélèvements obligatoires de tout l'OCDE. Exactement. 46% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB. Une dépense publique qui est énorme. 58% de dépenses publiques par rapport au PIB. Donc on a aujourd'hui tous les records de fiscalité au monde et dans le même temps, on a une qualité de service public qui se dégrade de jour en jour. Et donc, pour pouvoir potentiellement mettre fin à cette gabegie qui dure depuis trop longtemps, il faudrait passer par une élection législative. Peut-être, première question, et celle qui doit titiller tous nos adhérents, est-ce qu'on maintient cet accord avec le Rassemblement national ? Bien sûr, bien sûr. L'accord qu'on a bâti l'année dernière avec le Rassemblement national, c'est évidemment parce que la gauche était unie et qu'il y avait la nécessité de faire face à nos adversaires qui étaient tous coalisés pour essayer d'affaiblir la droite et d'arriver au pouvoir. Mais la deuxième raison, et qui est fondamentale, c'est le fait que depuis des années, on a 90% de points de convergence avec le Rassemblement national, mais parce que le RN était encore considéré comme un parti infréquentable par certains dirigeants chapeau à plumes de LR, on s'interdisait de parler avec eux et potentiellement de faire des alliances électorales. Et d'ailleurs, tu parles des chapeaux à plumes, ceux que notre président appelle nos anciens amis. A priori, la majorité des parlementaires LR, en tout cas c'est la position officielle, vont soutenir et donner leur confiance à François Bayrou. Quelle est ta position là-dessus et quelle est notre position officielle d'ailleurs ? Alors, moi j'ai dirigé le mouvement des jeunes LR pendant un peu plus de 3 ans et je pense qu'il y a une différence très forte entre ce que pensent les militants et notamment les jeunes militants et ce que pensent les cadres des Républicains. Les cadres des Républicains sont sur une ligne centriste, sont sur la logique du pas de vague, c'est-à-dire on ne fait pas trop de bruit, on manque de courage et par opportunisme on s'allie avec le parti au pouvoir comme demain potentiellement il pourrait s'allier avec nous si on gagnait la prochaine élection présidentielle. Et les militants, ils sont pas là parce qu'ils ont des intérêts, ils sont pas élus, ils sont là pour défendre leurs idées. Et ils voient bien que tout ce que le Rassemblement national dit sur la question de la sécurité de l'immigration, qui sont quand même des priorités fondamentales pour les Français, on dit exactement la même chose. Il n'y a qu'à regarder le programme à la dernière présidentielle, à la dernière élection présidentielle de Marine Le Pen et celui de Valérie Pécresse, contrairement aux apparences, parce qu'on penserait que Valérie Pécresse incarnait une forme de droite assez molle. Sur son projet, il y avait tout à voir avec le RN sur les questions de sécurité et d'immigration. Mais là où les Français ont sanctionné Valérie Pécresse et n'ont pas voté pour LR, c'est le fait qu'ils n'y croient plus. Ils ne croient plus en une droite qui a trahi, qui a énormément promis. On se souvient de Sarko en 2007, qui arrive au pouvoir sur un programme de droite de rupture par rapport à Chirac, de droite très forte, et qui met au gouvernement des gens qui viennent de la gauche, et qui supprime des postes, des effectifs dans la police, 10 000, il me semble, dès le début de son quinquennat, et qui assume pas, en fait, ce virage droitier qu'il avait fait élire. Et d'ailleurs, à la fin de la campagne présidentielle de 2012, alors même qu'il est en chute totale, il reprend la ligne portée par Patrick Buisson, qui était son conseiller spécial, beaucoup plus à droite, et là, il recommence à grimper dans les sondages.
Mais à quelques jours près de cette ligne, il aurait pu se qualifier différemment. Exactement. Et peut-être que ce qu'il a manqué, c'est des électeurs qui étaient déjà partis chez Marine Le Pen et qui considéraient que on a trop donné. On a cru en lui il y a 5 ans. Il a déçu. Il promettait de passer le Karcher. En réalité, ça n'a pas du tout été le cas. Donc on refait pas confiance à ceux qui nous ont trahis. Donc c'est cette droite en fait qui dit faire des compromis, mais qui en réalité fait des compromissions, qui fait énormément de promesses et qui les tient jamais, qui a déçu, qui nous a déçus. Toi aussi, tu viens de LR, on a cru en ce parti, on a essayé de le changer de l'intérieur, et finalement, on n'a pas réussi parce que le parti est sclérosé. L'UDR existe maintenant depuis une grosse année. Nous sommes un jeune parti, et peut-être allons-nous devoir porter un nouveau combat électoral. Est-ce que l'UDR est prête à faire face à ce choc électoral à venir ? Ouais, on est prêt en termes de logistique interne, c'est-à-dire nos candidats sont prêts, on est prêt à faire campagne, mais surtout on est prêt sur le fond, sur le terrain des idées. Éric Ciotti, quand il a créé ce parti, l'UDR, il a dit tout de suite, moi j'en ai ras-le-bol des structures où on ne pense pas. Chez LR, on ne pense pas. Chez LR, on doit mettre tout le monde autour de la table et mettre tout le monde d'accord. Et comme personne a d'atome crochu, comme personne peut s'entendre, on dit rien, on fait rien. À l'UDR, au moins, on a un cap, c'est les idées. Donc la première partie de l'année, elle a été consacrée à bosser sur la question de la maîtrise des comptes publics, parce que c'est bien beau de dire il faut préserver le pouvoir d'achat des Français, c'est ce qu'on dit, il faut avoir les leviers pour financer ces économies-là, ces réformes structurelles qui nous permettront de dégager de la croissance et donc avoir une économie qui se porte bien, à l'image par exemple de nos voisins italiens, qui ont mené un programme de réduction des dépenses publiques, Giorgia Meloni, et qui aujourd'hui ont un déficit public qui baisse largement, une dette qui baisse. Un miracle économique européen en cette période assez difficile. Ouais, et les investisseurs et les entrepreneurs français, pour beaucoup, vont vers l'Italie pour profiter du climat fiscal beaucoup plus avantageux. Donc ce qui prouve que tout ça, c'est possible. Et je reviens sur mes pattes sur la question des idées. On a bossé sur la première partie de l'année sur la question de la maîtrise des comptes publics. Deuxième partie de l'année, évidemment, on va encore être sur le budget parce que ça va être le projet de loi de finances qui va nous occuper dans les prochains mois. Et puis, il y a la question de l'immigration, où il y a effectivement une commission d'enquête sur le coût de l'immigration. Portée par Charles Aloncle, député de l'Hérault. Exactement, qui lui aussi vient de LR. Preuve qu'il y a beaucoup de gens peut-être de LR qui nous écoutent et qui sont restés encore dans ce parti parce qu'ils y croient encore. Moi, je leur dis, venez chez nous, parce que chez nous, vous aurez des gens qui vous défendent, qui ont de vraies convictions, qui ne vous trahiront pas. Et on est un jeune parti en croissance qui a vocation à gouverner le pays, je le pense, avec le Rassemblement national. Moi, ce que je dis à beaucoup de gens de chez LR qui veulent s'investir, qui veulent avoir des responsabilités, pas simplement pour eux, mais parce qu'ils veulent servir le bien commun, c'est que l'avenir ne se construira pas chez LR. LR, c'est un parti mort. LR, c'est un parti qui incarne le passé, qui a une histoire, mais qui incarne plus l'avenir aujourd'hui. Ils ont fait moins de 5% à la dernière élection présidentielle, 7% aux européennes. Donc il y a encore des personnalités de qualité. Moi, je pense à un François-Xavier Bellamy, par exemple. Mais ces personnalités de qualité sont bridées par un système qui, en réalité, les empêche d'appliquer leurs idées, leurs valeurs. Donc moi, je dis à tous ces militants, et notamment aux jeunes de LR, venez chez nous, parce que c'est chez nous que s'écrira l'avenir de la droite. De possibles législatives à venir, mais de certaines municipales au mois de mars. Éric Ciotti, le président de l'UDR, vient d'annoncer sa candidature à Nice. Alors, on lui souhaite évidemment toute la victoire possible, et on sait qu'il portera ce combat avec fougue et motivation, puis qu'il a un amour tout particulier pour Nice. Mais comment est-ce que le parti va continuer de vivre pendant cette période un peu particulière ? Alors déjà, pour les Niçois qui nous écoutent, c'est une nécessité absolue d'écarter de la mairie Christian Estrosi, qui représente en fait tout ce qu'il y a de pire en politique. L'hypocrisie, les reniements sur les convictions. D'ailleurs, on retrouve un peu les mêmes logiques macronistes qui ont échoué au niveau national que Exactement. l'on répercute au niveau local à Nice. Exactement. Et d'ailleurs, sur la gestion des comptes publics municipaux à Nice, on a à peu près la même évolution, la même dynamique que ce qu'on a au niveau national avec Emmanuel Macron. Donc c'est tous ces gens-là qui vous font de belles promesses, mais qui ne les tiennent jamais. Et en réalité, quand vous regardez votre portefeuille à la fin du mois, il en reste moins. C'est aussi à cause de ces responsables politiques. Éric Ciotti, il vient de partir en campagne. On le connaît bien tous les deux. On sait que c'est un amoureux de sa ville, qu'il a un projet sur lequel il a travaillé depuis déjà de longues années. Et je pense qu'il est prêt
il est prêt pour gagner cette bataille municipale et pour donner une nouvelle espérance aux Niçoises et aux Niçois. Mais le parti, tu as raison de le dire. Ça peut être une crainte des adhérents. Est-ce que Éric Ciotti se désengage de l'UDR pour Nice ou est-ce qu'il portera les deux projets de front ? Non, moi je sais qu'Éric Ciotti continuera à animer le parti sur le terrain national. Et puis il y a une question qui va être primordiale, c'est la question des prochaines législatives qui peuvent arriver très vite. Et Éric Ciotti va animer le parti à ce moment-là. Nous, on aura besoin qu'il y ait un maximum de personnes qui nous rejoignent pour amplifier la dynamique. Puis on a la chance de pouvoir s'appuyer aujourd'hui sur un groupe parlementaire solide, 15 parlementaires, qui ont pris leur marque, qui connaissent bien leur travail, qui vont continuer notamment à animer le débat des idées, avec Alexandre Avril, qui est maire, qui est en charge de tout cela. Il y a aujourd'hui un staff qui est quand même solide. Ouais, le parti vit bien, le parti grandit. C'est assez dingue parce qu'un parti qui a 1 an d'existence, normalement, n'a pas un groupe parlementaire, n'a pas une équipe aussi solide. Un studio de podcast. Un studio de podcast. Nous, on a vocation à devenir la vraie droite, la droite qui s'assume, pour remplacer la fausse droite. Et pour ça, et je le redis à ceux qui nous écoutent, on a besoin de vous. On a besoin de gens qui s'engagent pour les prochaines élections municipales, pour porter des listes ou pour être sur des listes. On a besoin de gens qui soient candidats pour les prochaines élections législatives, qu'elles soient cette année ou en 2027. Et puis on a besoin de militants qui sont prêts à défendre leurs idées pour qu'on arrive à remporter les prochaines échéances électorales. Moi, je suis convaincu que la victoire, elle est à la portée de nos efforts, mais il faut qu'on s'y mette tous et on arrivera ensemble à bâtir le sursaut français. Merci Guilhem Carayon pour ce message plein d'espoir qui nous rappelle que, tel que peut le faire Éric Ciotti à Nice, l'avenir de la France passera par notre engagement collectif.